je suis Jean-Marc Bray et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Bonsoir et bienvenue à l'Estreet Show. L'Estreet Show est une toute nouvelle émission d'humour mettant en vedette de jeunes talents de la région de Sherbrooke. Ceux-ci ont eu carte blanche au moment de l'élaboration de l'émission. Par conséquent, les sujets abordés seront variés, mais en même temps absurdes, loufoques, satiriques ou même insensés. Malgré cette absence de ligne directrice, nous souhaitons vous offrir un divertissement de qualité. C'est donc en mon nom et en celui de toute l'équipe de l'Estreet Show que nous vous souhaitons une bonne émission. Aujourd'hui, à l'émission, M. François Genet et la chronique Comment faire, Paul Casavant et les nouvelles en bref, Mathieu Proulx et les commentaires du Vrai Monde, Alexandre Demers et ses enquêtes du Normal et M. Dave Letke. Nous aurons le plaisir de rejoindre M. Letke à 2 reprises. Tout d'abord pour le défi Pas Game Sherby, mais à l'instant, pour le Vox Pop, connais-tu bien ton Sherby? Salut tout le monde! Cette semaine, j'avais le goût de résoudre l'un des plus grands mystères de Sherby. J'ai dit la rue Montréal. Donc, un des plus grands secrets, encore plus secret que les cités d'art elles-mêmes. Je voulais découvrir, mais où se trouve la rue Montréal? À Sherbrooke. Donc, cette rue d'à peine une centaine de mètres se retrouve au carrefour de 3 rues à Sherbrooke. Donc, Belvedere, Portland et aussi Queen Victoria. Donc, on est allé à la chasse des gens, je suis allé à la rencontre des gens pour voir qui des Sherbrookois, des Sherbrookoises connaissaient la rue Montréal. Donc, suivez-moi, on va aller voir ça. Tu montes à gauche sur Dufferin. Oui, toujours tout droit. Tu continues. Ça monte. Ça monte. Allez, c'est fini. Ça monte, Ouais, ça monte. et à gauche, Montréal. Après, tu continues. Mais attention, sens Ouais. unique. Ouais, ça. Connaissez-vous la rue Montréal à Sherbrooke? Non. Non? Non. Oui. 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 Oui? Elle est où, la rue Montréal? Est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est très loin. Très, très loin. Est-ce qu'on peut y aller à pied? Non. Non. En autobus? Non. Où se situe la rue Montréal à Sherbrooke? Bien, vous savez, je ne le sais pas. C'est la rue Frontenac. En arrivant, quand tu changes Grand Four, c'est Frontenac. Oui. Parce que dans la lumière, tu vires à droite. La rue Montréal est là, avant de prendre le pont Terril. Fait qu'à partir d'ici, si on récapitule, gauche, droite, gauche, droite, droite, Ben là, tu gauche. vas le voir, là, en arrivant, il faut que tu prennes, parce que c'est un one-way, c'est une direction, ça. OK. Fait que c'est dans ce coin-là, en tout cas. Où se situe la rue Montréal à Sherbrooke? Près de la King. À Montréal. À Montréal. C'est un bon guess, c'est un bon guess. Mais le truc, c'est d'essayer, puis tu finis tout le temps par atterrir là. À gauche, hein. OK. À droite. Hein. À droite. Ça dépend de quel bord tu pars. Ouais, fait que ça, Tu descends jusqu'au coin de Queen quelque chose. Queen Victoria, oui, merci. Puis l'espèce de carrefour où est-ce qu'il y a à peu près 5 rues, là, tu prends la rue Montréal. Qu'est-ce qui distingue la rue Montréal? Je trouve que c'est la belle architecture. Petit restaurant sympa à côté, mon petit dépanneur chinois. Est-ce que ça se fait mieux à pied, en voiture ou en autobus? Ben moi, je le fais en voiture. Puis est-ce que vous stationnez en parallèle à ce moment-là? Stationné en parallèle où? Ici? Oui, sur la rue Montréal. Bien sûr, oui. Vous aimez ça, stationner en parallèle? Oui, oui. Il y a de la place sur la rue Montréal. En direction sud, jusqu'au boulevard Portland. On tourne à gauche, on va au bout de Portland et on reste À au l'est? centre. Est-ce qu'on va à l'est? Puis on va vers l'est et on descend. Parfait. Fait que là, c'est un peu feng shui, là. Donc, on est passé du sud vers l'est pour mieux revenir. Non. Votre Est-ce part, que je gagne quelque chose? vous gagnez 2 becs. Oh! Merci. Félicitations. Moment du segment Comment faire avec François. Salut François. Salut Jean-Marc. Allô. J'ai une question pour toi. Si on perd une vache, est-ce qu'on met sa photo sur une pinte de lait maternel? Bonne question. Bonne question. Je vois de la surprise dans ta face. Hein? Tu es Ouais. surpris. C'est un très bon lien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire
une fête surprise? Ça tombe bien. Hein? Bien, premièrement, il faut savoir qu'une fête surprise, le mot surprise, hein, c'est seulement pour le fêter. Le terme surprise, les invités, eux autres, doivent être au courant. Si tu savais le nombre de fêtes surprises que j'ai pas été invité, c'est magnifique. Je peux pas être là si tu me le dis pas, OK? Je peux pas être là. Mais là, je dois avertir tout le monde avant d'aller plus loin, là, les cœurs sensibles, s'abstenir, parce que quand on organise une fête surprise, faut mentir. Hein? Mais c'est un beau mensonge quand même. C'est le genre de mensonge qu'on a hâte de dire, tu sais. Puis quand on le dit après ça fait 2 mois que je te mens en pleine face. Là, tout le monde vient de te féliciter. C'est un peu spécial quand même comme mensonge. C'est un beau mensonge. Là, on va parler aussi des cadeaux communs. Hein, les cadeaux communs, ça, il faut savoir si on le fait d'avance ou non. La définition d'un cadeau de groupe, c'est de mettre tout le monde ensemble. On se met ensemble pour faire un plus gros cadeau, hein, pour donner au héros de la soirée, mettons toi. On s'imagine une belle image dans notre tête. Mais ça amène toujours un gars là, un peu bizarre, avec un nom mystérieux, genre Octave, qui arrive avec une bouteille de vin de son propre vignoble, emballé dans du papier de soie, qui a réussi à placer comme un signe, comme s'il pliait des serviettes dans un hôtel au Punta Cana. C'est... Bon, bref, s'il y en a encore qui veulent donner des cadeaux de groupe après ça, là, je vais vous dire attention, parce que si tu fais juste prendre l'argent des cartes puis te le donner en une shot, là, c'est pas vraiment un cadeau de groupe, ça. Là. Ça s'appelle de la paresse, OK? C'est pas pareil, OK? Il y a une distinction. La seule façon que tu peux donner tout ça d'une shot et que ce soit correct, c'est si tu me le donnes sur un gros chèque géant puis que tu prends une petite photo protocolaire. Là, je me sens comme dans un téléthon, puis ça j'aime ça. Ça, c'est le fun. Il faut quand même être bien préparé pour faire une fête surprise. C'est pas parce que c'est une surprise qu'on peut improviser des trucs. Hein? Ça, c'est comme la chanson d'entrée. Hein? Là, le fêté arrive enfin. Là, tout le monde se met à chanter en chœur. Écoute, le terme « chaos » a été inventé spécifiquement pour ce moment-là. C'est n'importe quoi. Tout le monde part sur des tunes différentes. C'est n'importe quoi. Puis là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des mots qui sont plus difficiles à faire fitter dans les tunes de bonne fête. Hein? Fait qu'on va aller voir une petite dramatisation pour comprendre tout ça. On avait dit qu'on chantait bonne fête. On commence. 3, 2, 1. Bonne fête, on arrête ça. Je pense qu'on va laisser faire. Je pense qu'on va juste changer son nom dans la tourne. On va l'appeler genre le caramel. Je pense que ça va être plus simple. On reprend ça. Essayez pas ça à la maison. Nous, on est des professionnels quand même. Hein? Après ça, la prochaine étape, c'est de demander à la personne qui va recevoir la fête surprise si elle est d'accord. Et ça peut être difficile parce que c'est pas subtil, vraiment. Fait que moi, j'ai un petit truc que je vais vous donner aujourd'hui à la maison. Le petit truc, en fait, c'est que dès que tu rencontres une personne pour la première fois, dès que tu la rencontres, ta première question, c'est « Aimes-tu ça, toi, des fêtes surprises? » Après ça, tu prends en note, tu sais, dans un petit calepin, puis après ça, si à un moment donné, ça te tente d'y faire une fête surprise, bien, tu retournes dans ton calepin, tu fais « Ah, c'est intéressant, tu sais. » Ben, sinon, c'est pas vraiment subtil, tu sais, hein? Quand tu as 50 ans, hein? Puis là, tu reçois un appel, c'est un sondage d'une seule question qui te demande « Est-ce que tu aimes ça, les fêtes surprises, toi? » Pas super subtil, tu sais. On va se le dire entre toi, moi, puis la caméra. Les fêtes surprises pour les chiffrons, là, c'est plus vraiment une surprise. Hein? C'est plus une déception s'il n'y en a pas. T'sais. On va se le dire, hein, quand même. Là, on va aller voir un petit exemple quand même de ça, parce qu'il faut aller... si tu veux vraiment que ce soit une surprise pour un chiffron, il faut que tu le fasses le plus loin possible, OK? On regarde ça. C'est une fête surprise! Mon deuxième anniversaire de naissance! C'est parfait, hein? Comme ça, si tu as oublié un anniversaire, hein, bien, qu'est-ce que tu fais? Tu as juste à organiser une fête surprise par après. Puis là, tout le monde pense que tu y as pensé d'avance, puis que tu as fait comme si tu avais oublié la fête parce que tu voulais créer un effet de surprise, puis tu t'en sors indemne. Wow, c'est magnifique. Des trucs qu'on apprend aujourd'hui. Et par contre, ça ne marche pas à tous les années, ça. Hein? Ça, tu fais ça. Après, une couple de fois, ça devient louche rapidement. Je te passe un papier. Dans le fond, il ne faut pas être surpris si ça ne marche pas, ta fête surprise, parce que c'est quand même compliqué de faire une fête surprise. Hein? Et comme dirait le proverbe congolais, à vouloir manger trop vite, on se brûle la bouche. Puis dans notre cas, dans le fond, tu sais, organiser une fête surprise, c'est comme un gâteau. Hein? Puis si tu le manges trop vite, bien, ça va mal finir, surtout si tu n'as pas encore eu le temps d'enlever les chandelles. Merci beaucoup, François. C'était très instructif. La trentaine n'avait pas de montagne russe. Plutôt de l'hiver, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de... Je me souviens, tu sais, il était jeune. Puis on était pris, il n'y avait pas partout l'hiver. Ouais. C'était de la neige, puis
c'était le fun, tu sais. Y en avait-tu plus de neige? Ben, il y avait plus de neige certain. Tabarouette, des centres de ski n'avaient pas besoin d'avoir de canon à neige. Ouais, c'est ça, le canon, ouais. C'était la neige naturelle qui tombait, là. Mais avec le réchauffement planétaire, vois-tu, le soleil a augmenté 3 à 4 depuis 30 ans. Ouais. On dit, là, ça regarde pas bien. Là. Moi, je trouve que c'est pas mal élevé, ça. Là. C'est même trop élevé. Ouais. Là, le monde qui prend du soleil, il faut faire attention, même qui vont dans le sud. Là. Puis ils pensent qu'ils n'ont pas de cancer de cataracte, tout ça. Ça passe au travail, les rayons UV, voyons donc. Oh non, c'est... Même tu mettrais les plus belles lunettes de soleil, ça veut dire, là, quand même, tu parais un peu de fou, les lunettes, là. Ça n'empêche pas que les rayons UV vont passer pareil. New York, ça peut disparaître, ça. À cause de la montée des eaux. Ben, la montée des eaux, tu sais, pour de vrai, là, tu sais, là. Je me dis, notre planète est tellement fragile. Faut y faire attention, là. C'est le ton le plus précieux de la Terre. C'est ça qu'une famille. Allons rejoindre Alexandre pour les enquêtes du normal. C'est avec une grande surprise que notre équipe de recherchistes a découvert en décembre 2015 qu'un collectionneur d'antiquités et de livres anciens aurait mis en vente le Necronomicon, ce fameux livre mythique encore considéré aujourd'hui comme étant un livre fictif par certains théoriciens. Voici les résultats de notre enquête que je présente ici en grande primeur pour notre première édition des Enquêtes du normal. Le Necronomicon, un recueil maudit, mis à l'index et détruit par les plus grandes institutions religieuses, et ce, depuis sa création. Sa paternité est injustement attribuée à l'auteur de fiction Howard Philip Lovecraft, si bien qu'il s'est approprié l'idée de sa création. Toutefois, son véritable auteur serait nul autre que le poète arabe Abdul al-Azred, qui aurait rédigé le Necronomicon al-Hazif, de son titre original, vers 730 après Jésus-Christ à Damas, en Syrie. Encore de nos jours, les rares autorités religieuses ou de censure placent le Necronomicon dans leur liste des livres maudits les plus sacrilèges à posséder. On retrouve également dans l'index du Vatican, dans la version actuellement en ligne, le Necronomicon d'Abdul al-Azred, The King in Yellow de l'auteur anonyme, les manuscrits pnacotiques, Cuisiner avec les grands anciens de Ricardo Larrivé et le livre des bons. Malgré l'interdiction et la destruction de nombreuses copies, il existe encore aujourd'hui des dizaines d'exemplaires qu'on sait se trouver dans des institutions comme le British Museum, la Bibliothèque nationale de France ou même le prestigieux Institut du Miskatonic à Montréal. Nous avons rencontré le vendeur afin d'éclaircir ses intentions. Il s'est fait connaître sous le nom de Shogot 0573. Bonjour Shogot, merci d'avoir décidé de nous rencontrer. OK. Et expliquez-moi, qu'est-ce qu'on trouve de si important dans le Necronomicon et pour qu'on veuille le détruire ou même l'interdire? C'est l'histoire de l'univers condensée dans ces pages. Les plus grands textes, aussi ceux qui concernent le mythe du Cthulhu, et une description des diverses créations qui ont existé avant les humains, que ce soit extraterrestres ou bien qui vivent encore sous la Terre. Et qu'est-ce que le Cthulhu ou juste... Le Cthulhu. Du monde parle de mythes, mais moi je parle de dieux vivants venant de l'espace au-delà, de nos dieux et maîtres qui ont régné sur Terre des millions d'années avant nous. Azathoth, le sultan des démons, le dieu aveugle, qui vit au centre de l'univers et surnommé le chaos nucléaire. Et donc le Necronomicon, il sert à... Le Necronomicon, c'est le passage... la clé qui permet d'invoquer les démons et d'obtenir leur faveur ou de voyager entre les dimensions, nous sortir de notre réalité insignifiante pour ouvrir notre esprit vers la réalité merveilleuse des grands anciens. Et si c'est si merveilleux, pourquoi vous en départir? Bientôt les étoiles seront enlignées correctement et nos dieux reviendront prendre possession de la planète. Celui qui achètera le Al-Lazif, ça sera à son tour de préparer la voie de Cthulhu et à ses descendances dégénérées. Ça commencera d'abord quand les enfants de l'immortel Dagon, qui s'échapperont de la mer pour envahir les côtes, ensuite des rivières de flammes couleront et Bilvro-Villard sévira pour tout dévorer. OK, mais avant qu'on aille trop loin, à l'achat du bouquin, au moins, est-ce que vous offrez une garantie ou que tout ça va vraiment arriver?
C'est écrit dans les étoiles que ça se passera comme tel. Sinon, j'offre 1 an de garantie pour les incantations et un support technique par téléphone. Nous avons voulu obtenir l'avis de M. Guillaume Bolduc, chercheur en astrocryptozoologie à l'Université de Sherbrooke, concernant les répercussions de la mise en vente du Necronomicon. Il y aurait définitivement un apport important à la culture. Ce ne soit pas un savoir qui soit dans les mains d'une élite comme l'Illuminati ou les reptiliens. Que ce savoir-là soit partagé dans le peuple, puis on pourrait à la limite même faire une version électronique pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que moi, j'ai Jean-Jacques Simoneau ici, là, de l'Institut canadien pour la censure des livres maudits, avec qui j'ai parlé plus tôt. Il disait que ce genre de savoir-là, ça serait comme de mettre un gun, une arme chargée dans les mains des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Guns don't kill people. People kill people. Puis c'est la même chose avec les livres. Hein. Je veux dire, si tu veux tuer quelqu'un avec un livre, il va falloir prendre le livre puis frapper très fort sur les gens. Oui, mais je crois en effet que le Necronomicon pourrait effectivement éveiller les gens, ouvrir l'esprit des gens, leur permettre d'avoir accès aux grands secrets de l'univers. Ça pourrait nous aider à découvrir des choses qui sont cachées depuis longtemps, par exemple. Par exemple, j'ai parlé des reptiliens tantôt, ça pourrait les mettre en évidence. Ça pourrait aussi... je crois que ça serait important de mettre ce pouvoir-là, de donner ce pouvoir-là au peuple. Depuis la fin de notre enquête, le Necronomicon a été effectivement mis en vente et acheté par un acquéreur anonyme, qu'il nous a malheureusement été impossible de mettre la main dessus. Même son cloche du côté de son vendeur, Shogot, qui a subitement disparu de la région sans laisser de traces. C'était une enquête non résolue par Alexandre Demers pour l'Estrie Show. À bientôt. Je me dis, l'Everest, tu sais, il y en a goût de l'antenne, mais ils ont descendu du pied de verre, tu sais. Ben, il paraît qu'il y en a qui sont encore enterrés là-dedans, là. Ouais, c'est ça, qui sont restés. Des vrais alpinistes, ouais. Les choses, Bernard Voyer, lui, il fait depuis qu'il est tout petit qu'il fait ça, lui. Ça, c'est un alpiniste? Ah oui, lui, il a fait depuis l'âge de 9 ans qu'il aide de monter des montagnes. Le seul qui est capable de faire ça, lui, il était capable, mais un autre, là, pas sorti, là. Lui, il a essayé, puis non, en 94, il s'est repris, plus tard. OK, il a essayé. Il a fait de l'Everest. OK, là, il a réussi, ben... Ah oui, c'était québécois, ça, là. Ah oui, Bernard Voyer, c'est connu, ça, là. Okay. Il était souvent sur son site, ça, tu sais. Je me dis, non, il a fait un Kilimanjaro. Il a fait des montagnes, il a bien franchi à ça. Ouais. Ah non. La plus haute montagne au monde, c'est l'Everest. Ouais. C'est 6 fois comme Mont-Foll, tu sais. C'est maintenant le tour de Mathieu et des commentaires du vrai monde. Merci Jean-Marc. Oui, les commentaires du vrai monde est une chronique qui traite de commentaires d'internautes, des vrais commentaires que je n'ai pas changé d'une virgule, j'ai même laissé les fautes d'orthographe. C'est des commentaires sur de vrais articles que j'ai dénichés sur le web pour vous, pour votre plaisir. Allons voir une de mes premières trouvailles qui s'intitule « Loin de ressembler à la pub ». Dans cet article, on apprend que l'Office de protection du consommateur veut faire adopter une loi qui va obliger les grandes chaînes de restauration rapide comme McDo, Burger King et compagnie à nous offrir dans notre assiette des produits qui ressemblent à leur affiche publicitaire. Ce qui veut dire que tu as envie de manger ce beau burger, bien, ils vont devoir te servir ce beau burger. Tu as envie de déjeuner avec ce bon sandwich succulent, bien, ils vont devoir te servir quelque chose qui ne ressemble pas à une pâte à moitié digérée. Bon, c'est pas garanti parce que dans l'article, ils ne disent pas si une fois que la loi va être passée, les chaînes de restaurants vont nous offrir des plus beaux produits ou des affiches qui sont plus laides. Seul le temps nous le dira. Mais pour l'instant, allons voir ce que les internautes en pensent. Ah. Pour la suite de ma chronique là, à la maison, je vous préviens, ça ne vous rendra pas plus intelligent. On a Joe Labine qui nous dit « Pour les burgers qui se ressemblent, allez chez Wendy's, tout est là. »
Merci, Joe. Merci, Joe. On ne sait pas s'ils sont bons, mais il paraît qu'ils sont beaux, sauf que coup de théâtre, Manon la minoune n'est pas d'accord avec toi et elle te réplique « C'est le pire! Et demandez-leur pas une tranche d'oignon supplémentaire, ils vous la refuseront. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois que j'ai mis les pieds dans ce commerce il y a plus de 25 ans. D'ailleurs, je ne vais plus dans les fast-foods. Wesh! » OK, on prend un break, là. 25 ans. Je n'arrive même pas à conceptualiser dans ma tête c'est long comment. Mais je le sais que c'est trop long pour traîner en soi une anecdote de tranche d'oignon et de commis trop zélés. Manon, ça fait un quart de siècle, là. Reviens-en, parce qu'on va commencer à comprendre que le problème, il n'est peut-être pas chez Wendy's. Bon, sur ce, la morale de l'histoire, là, c'est qu'on est toujours mieux servi par soi-même qu'une multinationale qui se sacre de notre santé. Passons à notre prochain article qui s'intitule « Collision entre une camionnette et un autobus en Estrie ». Cette triste histoire s'est produite dans notre belle région, l'Estrie. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. En gros, le gars, il s'en allait sa route, il a été aveuglé par le soleil, puis il s'est dit « C'est pas grave, m'a continué au son ». Sauf qu'il l'a pas entendu plus que vu, l'autobus. Résultat, bang! Il se mérite une place dans ma chronique. Allons voir ce qu'en ont jugé les internautes. On a Timos en combine qui dit « Chose certaine, je suis pas ébloui par l'intelligence de cet homme. » Je suis obligé de me ranger du bord de Timos. C'est vrai que rentrer dans un autobus scolaire jaune, c'est pas fort. Là. Moi, l'année passée, j'ai perdu 2 points d'inaptitude sur mon permis de conduire. Quand il est arrivé le temps de mon renouvellement, ça m'a coûté 40$ de plus. Si dans ton année, tu as frappé un autobus jaune, comment j'espère que ça coûte 875 000$ de plus renouveler ton permis de conduire. Tu vois-tu ce que j'ai là? Ce que j'ai ici, là, ça s'appelle des lunettes. Puis ça, c'est bien pratique pour voir clair. Puis quand le soleil nous éblouit, check bien mes lunettes, ils deviennent des lunettes de soleil. J'ai l'air un peu épais avec mes lunettes, mais crée-moi, si ça peut m'éviter de rentrer dans un autobus jaune, m'en être fier, déporté. Bon, un dernier article pour la route. Ah, OK. Madame Morinville fraude ses investisseurs pour 3,7 millions de dollars. En gros, on a prêté de l'argent à cette femme-là pour qu'elle l'investisse en bourse, puis tout l'argent a fini dans sa bourse. Bon, c'est peut-être juste un malentendu, mais en tout cas, le monde ne sont pas contents. Allons voir ce qu'en pensent les internautes. On a M. Monod qui nous dit « C'est pas grave, c'est simplement de l'argent. Je ne sais pas pourquoi les gens d'ici sont autant attachés à leur argent. » Tu viens d'où, M. Monod? Je veux dire, je pense pas qu'on est plus séraphin en Estrie. J'imagine mal en Turquie, le monde faire comme « Hey, salut mon ami! Ah, qu'est-ce que je fais? » « Hey, il m'en va au dépanneur. Ça, pour retrouver mon chemin. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Habituellement, le monde font attention à leur argent. T'sais. Mais quand même, M. Monod, je sais pas d'où tu viens, mais j'aimerais ça aller habiter chez vous, squatter ton salon, manger toute ta bouffe, boire ta bière. Puis je suis sûr que si tu me parles jamais de compensation financière, notre colocation va super bien se passer. Mais sinon, à la maison, faites attention à vous, conduisez prudemment, checkez votre argent, continuez à commenter des choses intelligentes sur Internet et qui sait, vous allez peut-être vous retrouver dans ma prochaine chronique qui s'intitule « Les commentaires du vrai monde ». C'est maintenant au tour de Dave pour le défi Pas Game Sherby. Marie-Pierre, Chloé et tous ses amis, vous avez un défi pour moi cette semaine, donc Pas Game Sherby. Quel est le défi que vous aimeriez me voir relever cette semaine? Je danse sur la patinoire en faisant le ballet. Je danse sur la patinoire en faisant du ballet? Oui. En patin? Oui, en patin. Est-ce que vous allez me noter? Oui. Fait que je vais aller me changer, puis vous allez me noter. OK. Alors, pour le défi qui m'a été lancé, je dois me changer, avoir le kit de l'hiver. Donc, dans 3, 2, 1. Alors, je suis prêt à relever votre défi. Alors, allons-y. 3, 2, 1. Excellent.
Alors, c'est ce qui conclut le premier défi officiel de Pas Game Sherby. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt pour un autre défi, je l'espère. À très bientôt. Hey Dave! Hey! Comment ça va? Ça va, toi? Ouais, hey, ça te tente de jouer une petite game avec nous? Ben oui, certainement. Viens-t'en, prends ton bâton. Là. On a laissé un bâton ici, tu peux le prendre. Allons maintenant voir M. Paul Casavant pour ses nouvelles en bref. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Paul Casavant. Bienvenue à vos nouvelles en bref. En Allemagne, un homme est mort en faisant exploser un distributeur de préservatifs. Le décès serait survenu lorsqu'il a reçu un projectile sur la tête. Suite à ces événements, la police tient à rappeler à la population l'importance de bien se protéger. Toujours mettre un casque. À Drummondville, un employé du IGA qui venait de se faire mettre à la porte est revenu sur son lieu de travail et a vidé un instincteur sur ses anciens collègues. Selon ce que nous avons appris, son patron lui aurait dit lors de son congédiement « Comparé à toi, les autres employés sont en feu ». À Saskatoon, plus de 800 personnes se sont présentées à un bal thématique de princesses. Le trop grand nombre d'individus a beaucoup déplu aux participants qui étaient fâchés de voir d'autres personnes porter la même robe qu'eux. Pour leur part, les services de pompiers ont trouvé la salle non sécuritaire en cas de feu, vu le trop grand nombre de personnes présentes dans la pièce. Selon toute vraisemblance, le dude qui travaillait au IGA n'était pas présent à cette soirée pour calmer les pompiers. Dommage. Un Québécois a été arrêté à la frontière entre le Canada et les États-Unis alors qu'il transportait plus de 82 kilos de médicaments d'ordonnance permettant de soulager l'anxiété. Il se serait justifié en disant que lorsqu'il voit un douanier, il devient soudainement très anxieux. En Ontario, un homme de 52 ans est rentré dans une bijouterie et a avalé un diamant d'une valeur de 20 000 $. Les policiers attendent maintenant de mettre la main sur la précieuse pièce à conviction avant de poursuivre les procédures. Quelques laxatifs plus tard, l'objet reste toujours coincé à l'intérieur de l'homme, mais les policiers persévèrent, pour une fois qu'ils ont le droit d'envoyer chez quelqu'un. Voilà, c'était vos nouvelles en bref. Ici Paul Casavant. À la prochaine. C'est déjà tout pour l'émission. Merci d'avoir été là et à une prochaine fois. Bonsoir!